Bonjour, bienvenue sur CCF Le Mag, votre émission de l'actualité du mois d'octobre. Cette édition, nous avons beaucoup d'actualités. Le plateau est rempli pour une fois. Nous allons parler de la crise énergétique avec Mounir Jamai. Nous avons également la partie culturelle avec Eva Darlan et Hélène Ardenne. Nous avons sur la partie croustillance le loup de la street pour les intimes. Nous avons pour terminer Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Je voulais d'abord te féliciter pour ton guide qui est paru ce mois-ci. Est-ce qu'on peut montrer le guide des rencontres que tu as publié? Voilà, c'est un hors-série publié par Marie-France sur le b.a.-ba de la rencontre en ligne après 50 ans. Wow. Donc, en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, il a été écrit par Sandra Franc-René. Mais j'ai contribué en tant qu'experte à côté d'autres experts, des psychiatres, des sexologues, etc. Et donc, on a essayé de couvrir tout le sujet, surtout que pour les plus de 50 ans, ça devient un vrai sujet d'actualité et les rencontres. Très discuté. En tout cas, j'étais très fière de voir cette hors-série. C'est super. Bravo Hélène. Merci. Et pour commencer, nous allons partir en Champagne avec toi, Karine. Raconte-nous tout. Alors en fait, les fêtes approchant, on se demande toujours comment choisir son champagne. Du coup, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, en ce qui concerne le champagne. Et du coup, je conseille toujours aux gens de sortir de leurs habitudes. Parce que souvent, on va en GD ou la plupart des gens vont sans les nommer, dans les points de vente et se dirigent vers les grandes marques. Alors juste pour vous donner des chiffres, en 2021, il y a eu des records de vente. Il y a eu quand même 322 millions de bouteilles vendues dans le monde, dont 143 millions en France et 180 dans le monde. Donc, ça représente quand même une part énorme. Et à votre avis, en quiz, quels sont les plus vendus? En Champagne? Oui. Brut? Non, pardon, en marque. En marque? Mouette et Chandon. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. En premier, c'est 29 millions à 32 millions. Bon, les chiffres, j'ai pas les chiffres exacts. J'ai pris une approximation de ce que j'ai trouvé. Ensuite, vous avez d'autres marques où il y en a. La Veuve Clicquot. Oui, c'est ça, 2. Ah, d'accord. Bah, dites donc. 17 millions. Et s'il y a d'autres noms? Oui, moi je suis comme le loup. C'est Ruinart, il n'y a que ça. Ah oui, là, ils sont plus le blanc de blanc. Ça, oui. Oui. Et en troisième, il y a Nicolas Feuillat. Le troisième, c'est quoi? Nicolas Feuillat. Ah oui, il est très abordable. 10 millions, oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il peut avoir une telle production de bouteilles de champagne dans notre pays? Ou est-ce que c'est coupé? Ou est-ce que ça vient d'ailleurs ou... Normalement, non, parce que l'appellation champagne est supposée être en Champagne. Donc après, ils n'ont pas forcément ça dans leur maison, mais ils passent par du négoce. Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais... Si. Donc les 180 millions de bouteilles qui sont vendues en France chaque année viennent des vignes françaises. C'est ce que je demande. C'est énorme. Ah, bien sûr. Ça paraît beaucoup quand même. Ça en fait de la vigne. Ça en fait on comprend bien. Ça fait du ruinard. Du coup, c'est pour vous sortir un peu des grandes marques comme ça. Oui. Et du coup, ça permet de découvrir déjà des nomènes, des choses beaucoup plus petites. Là, je ne parle pas de petits, mais quand même champagne de connaisseurs. Là, en premier, il y a Champagne Salon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un champagne historique, mais vraiment d'experts et de connaisseurs. Et les prix, je pense... oui. D'accord. Ça va un peu vite, mais en gros, c'est créé par un passionné qui s'appelle Eugène Aimé Salon, dont il y a la photo normalement, qui au début du siècle a d'abord commencé à avoir ses parcelles. C'était un épicurien. Donc c'est lui, il a commencé à créer son champagne pour sa consommation perso, avec 100% chardonnay. Donc en gros, il a plus ou moins inventé le blanc de blanc. D'accord. Sans le savoir. Il faisait ça pour ses potes, en gros. Et il faisait des accords, mais c'était un esthète. Et tout d'un coup, dans les années 20, il y avait les années folles, il y a Maxim's qui a découvert... parce que Maxim's, à l'époque, c'était le restaurant. Oui. Maintenant, c'est un peu devenu... on va le dire. Mais en gros, c'était le restaurant. Et ils en ont fait leur champagne. Donc là, c'était l'explosion, tout le monde voulait du salon. Et en 1928, en fait, il crée un millésime qu'il a trouvé extraordinaire. Et là, il décide, c'est fini, je ne fais que de l'extraordinaire. Donc, en fait, il crée que des millésimes bons. Enfin, les autres, il les... Ah, d'accord. Mais on les trouve en grande surface? Non. Chez les cavistes? Chez les cavistes, oui. Plutôt, oui. Ou pas direct, tous, sûrement. Oui, c'est ça. Enfin, des cavistes d'exception. On trouve chez les salons? Oui. Oui, voilà. C'est très cher. Oui. Enfin, ça dépend des millésimes, mais ça peut faire des super beaux cadeaux. Je me dis, autant consommer mieux. Et à la rigueur, pour un cadeau, on peut offrir le millésime, s'il existe, parce que c'est à peu près 1 année sur 3 qui est gardée. D'accord. Du coup, pour des choses plus abordables, mais qui sont un peu dans la même veine, il y a la maison de la Motte,
du coup, qui est la sœur, en fait, de Salon, D'accord. qui est, du coup, un peu plus grand public. Et c'est une des 5e maisons les plus anciennes de Champagne. Ah. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, le voilà. Donc, Moi en fait, non là, plus. ils ont été rachetés les deux par Laurent Perrier, donc c'est quand même chapeauté par des grands. Mm. Et le président, qui est Didier Depont, dont il y a une petite intervention vidéo. Ces salons, c'est un petit bijou caché, secret. Bon, là, il parlait de salon, mais Mm. en gros, son concept, c'est vraiment de faire de la qualité, de l'authenticité, de privilégier le travail humain et le temps surtout. Et du coup, il n'est pas du tout dans le marketing et privilégie l'authenticité. Donc, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment abordable, hein. Il y a du brut à 34 €. D'accord. De la menthe. Oui, de la motte. Oui, ça c'est plus raisonnable. C'est ça. Et du rosé à 57 €, mais qui est vraiment très bon, qu'on a pu voir sur la photo là. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour les personnes qui boivent pas trop comme moi, il y a des demi-bouteilles. Donc évidemment, le rapport ça sera plus cher en demi-bouteille. Oui, mais c'est quand même... mais Alors bon, ensuite, oui. je vous parle de Champagne Telmont, qui a un engagement mais incroyable. Là, d'ailleurs, on peut le voir sur l'image. pas mal. Ils ont un manifeste qui s'appelle Au nom de la terre. Mhm. Et ils sont en conversion 100% bio pour 2031, je crois. Et on peut peut-être voir la vidéo de Ludovic Au nom de la Duplessis. terre. 5 branches. C'est le premier engagement fort. On allait passer 100% en agriculture biologique. Pas d'herbicides, pas de pesticides et pas de fertilisants chimiques. Pas de packaging. Quand on regarde Cantis Scope 3 pour une maison, c'est 90% de notre empreinte carbone et plus de la moitié, ça va être le packaging. Donc chez Telmont, on a dit, le meilleur packaging, c'est pas de packaging. On arrête tous les étuis, les coffrets cadeaux, les gift box, les boîtes métalliques avec votre prénom. Non, c'est fini. Zéro packaging, et ça, on a acté ça depuis juin 2021. Ça, c'est un vrai engagement, un vrai statement. Toujours dans cette notion de packaging, le verre, la bouteille de blanc, elle est transparente. La bouteille classique champenoise, elle est verte. Donc on a annoncé qu'on arrêtait les bouteilles transparentes. Parce que ces bouteilles transparentes, qui nous servent aujourd'hui pour le rosé et le blanc de blanc, c'est à peu près 20% de notre production aujourd'hui, ces bouteilles transparentes sont issues à 0% de verre recyclé. Et ces bouteilles verts champenoises, c'est 85% de verre recyclé. Donc 100% de la prod maintenant est sur des bouteilles vertes classiques champenoises. Troisième engagement, c'est l'énergie renouvelable, 100% énergie renouvelable. Quatrième, on revoit toute notre logistique et on arrête le transport aérien, transport maritime, fluvial et puis d'avion. Et le cinquième engagement, c'était la transparence qui se voit sur nos étiquettes. L'étiquette, c'est la carte d'identité de notre vin. On raconte toute l'histoire. Donc vous avez le nombre de bouteilles produites, elles sont toutes numérotées. Vous avez tous les millésimes qui sont présents, le dosage, la méthode de vinification, malo ou sans malo. On raconte l'histoire de notre vin, c'est la transparence. Donc voilà, c'est les 5 engagements au et nom de voilà. la terre. Ben, il est vachement engagé ce monsieur, dis donc. Oui, du coup, Formidable. vraiment, Oui. le champagne, il est incroyable. Là, par exemple, ils sont en train de tester des bouteilles beaucoup plus légères, donc c'est quand même au risque du transport. Oui. Et ils sont prêts à éliminer tellement le transport que, par exemple, s'il y a une commande pour Noël, si elle n'est pas commandée avant, tant pis. Donc pour moi, c'est la première fois qu'on voit une Comment marque, ça en fait. s'appelle cette marque Telmont. Tellement. Telmont. Bah, d'ailleurs, Ok. ils ont été le champagne officiel du Festival de Cannes et on a il y a Leonardo DiCaprio aussi qui est investisseur. Chez eux, d'accord. Oui, Bon, ben, parce écoute. qu'il est aussi très investi dans l'écologie. Oui, Et oui, le bien prix sûr. Les prix, c'est un petit peu plus. Je pense qu'on est à peu près à peut-être 40 ou 50. Ouais, comment ça fait Vous avez marqué En tout- Ensuite, alors pour, Oui. enfin, pour finir, Oui. il y en a 2 autres. On va boire un peu Il y a moins. Louis Brochet, alors qui est mon coup de cœur 2020. Pardon, j'ai du coup pour Telmont pour vous dire, le champagne il est plutôt cristallin et très pur. Parce que du coup c'est aussi en fonction des goûts. Parce que là je passe à Louis Brochet qui est du coup un champagne plus vineux et qui a une espèce d'enveloppant, une pétillance enveloppante hyper agréable. Lui aussi, je le connaissais pas du tout. Oui, c'est du coup ils sont vignerons depuis 4 générations, donc c'est une D'accord. famille indépendante et passionnée. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, ils sont aussi bio mais sans label, donc ils se permettent des fois s'ils ont un problème de mettre. En gros, et la question suivante, il y a peut-être des images. Quel est le lien avec Tintin, à votre avis? Il est belle. Capitaine Haddock. Et sa Ah, Si, caisse. c'est un peu ça. Je sais pas si Ah. on a les images.
Mais voilà. Ah, d'accord. En fait, Hergé était amateur de champagne et il y a eu un coup de cœur aussi pour lui Brochet. Et dans les éditions originales, on peut voir Brochet Henrieux, qui était la marque d'origine. Sauf que bon, maintenant, Ah, avec c'est les droits, drôle. je pense que ça a sauté, mais on D'accord, la vend ok, ok. partout. Et comme Hergé avait un souci du détail, on voit vraiment clairement la bouteille. Ah, c'est... Voilà. Et donc, ce champagne est mon coup de cœur. Ensuite, on passe à Champagne Palmer, qui fait aussi du très bon champagne à prix abordable. Ça commence à 33 €. L'autre aussi, champagne, comment dire Louis Brochet commence à 29,90 pour le brut, donc ça reste très raisonnable. Oui. Et là, c'est du champagne de coopérative, donc c'est autre chose. D'accord. Ils viennent d'avoir le prix coopératif de l'année des trophées champenois par bulle et millésime. Et là, on voit François Demouy, qui est le responsable com. Droite, gauche. À droite. Ok. Et ici, pareil, le brut commence à 33 €. Il y a des millésimés qui sont à prix très raisonnable, aux environs de 60 €. Et ils ont aussi à droite un rosé Solera qui est super bon aussi. On aime le rosé. En tout cas, merci pour le petit Bravo. tour des champagnes. Et on commence bien l'émission, là. Tu vois, tout de suite, on se sent mieux. C'est bien parce que je vais rebondir sur Telmont. Avec cet engagement écologique, ça nous permet de faire le lien avec Monsieur Mounir Jamaï sur la crise énergétique. Donc, vous êtes consultant énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de votre entreprise NRCI et votre rôle au sein de votre entreprise, s'il vous plaît? Très bien. Donc, bonjour. Donc, effectivement, donc, la société NRCI, c'est une ingénierie que j'ai fondée en 2012. On a 2 pôles d'activité. Historiquement, on travaille sur les projets d'infrastructures ferroviaires, tout ce qui est métro, TGV, tramway, sur le volet énergétique. Donc là, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler à travers la mobilité durable. Oui. Et très rapidement, à partir de 2016, on s'est diversifié sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et en 2019, on a développé des activités de R&D pour réaliser des innovations au service du développement durable, notamment en lien avec l'agritech. Donc on parlait notamment des questions d'agriculture et aussi en lien avec l'énergie. Donc des solutions qui permettent d'accompagner les agriculteurs sur l'irrigation des cultures, donc qui est très énergivore, donc pouvoir rationaliser les besoins en eau, donc en énergie. Et puis donc sur le volet énergétique, notamment des solutions de compteurs connectés. Est-ce qu'on peut récapituler, parce que quand je vous entends, moi j'ai un peu bossé, donc du coup je fais la différence entre les différents types d'énergie, mais est-ce que vous pouvez nous faire un schéma des différents types d'énergie qui existent actuellement? Alors aujourd'hui, donc, on parle de mix énergétique, c'est-à-dire dans un pays ou sur un territoire donné, l'ensemble des sources d'énergie qui sont utilisées pour produire de l'électricité. Ou alors, quand on parle d'énergie primaire, c'est le carburant que vous mettez aussi dans votre voiture. Alors aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est de la France, on est à peu près sur un mix énergétique en énergie primaire à 40% à hauteur du nucléaire. On est à 12% sur les énergies renouvelables. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et puis 28% sur le pétrole, et on est à peu près à 15% sur le gaz naturel. Si on focus uniquement sur l'énergie, là on va être à peu près à 70%, enfin l'électricité, pardon, on va être à peu près à 70% de nucléaire. On va être à 7%, 8% de gaz, et le reste en énergie renouvelable, donc y compris l'énergie hydraulique, donc qui est l'énergie des barrages, les éoliennes et le photovoltaïque, ainsi que la biomasse, mais qui est plus... Biomasse. C'est en fait produire de l'énergie à travers les déchets organiques. Ah d'accord, oui. Donc les gaz que produisent les déchets organiques. D'accord. Et Non, du coup, toutes ces énergies, vous avez des solutions qui sont adaptées en fonction des activités que vous suivez. Alors nous, on va beaucoup travailler, donc par exemple sur les systèmes ferroviaires, on va travailler sur quel que soit le mix énergétique. Donc en France, c'est le mix dont je vous ai parlé. Sur d'autres pays, par exemple, en termes de mobilité durable, si on parle des véhicules électriques, c'est un très très bon exemple. Quand vous faites rouler une voiture électrique en France, elle n'aura pas le même impact carbone que si vous la faites rouler en Pologne. Je m'explique. En France, on a un mix énergétique qui est relativement décarboné. Je vous rappelle 70% de nucléaire, qui a plein d'inconvénients, mais qui a au moins l'avantage d'être une énergie qui ne produit pas d'émissions de CO2. Oui. Et en Pologne, on a un mix énergétique qui est beaucoup en faveur du charbon. Et donc, grosso modo, si vous branchez une voiture électrique sur une borne de recharge en Pologne, on pollue quasiment autant qu'un véhicule thermique. D'accord. Ah oui, ça, c'est bon à savoir. Et pourtant, ils font partie de l'Union européenne. Bien sûr, mais après, l'Allemagne récemment a stoppé sa production de nucléaire, est en train de revenir notamment beaucoup sur le charbon, en attendant de développer plus d'énergie renouvelable. Un pays comme le Danemark
qui est un petit pays en termes de population, a beaucoup de couloirs venteux, donc utilise beaucoup les énergies éoliennes, donc un mix énergétique en faveur de l'énergie éolienne. Donc vraiment, on ne peut pas parler à l'échelle de l'Union européenne sur les mix énergétiques, car chaque pays a ses propres caractéristiques en termes d'ensoleillement, de vent, de ressources minières, notamment je parle pour le charbon. Donc on peut difficilement homogénéiser les choses. L'impact, d'accord. Du coup, on parle énormément de crise énergétique suite au conflit russe-Ukraine. Et je sais que normalement, d'après ce qu'on nous disait l'an dernier, les réserves françaises étaient à leur maximum. Pourquoi, du coup, on est tous en panique face à cette crise énergétique et cette crise en Ukraine et pourquoi ça nous atteint autant? Exact. Donc, c'est là, pour le coup, je parlais tout à l'heure de la disparité qu'il y avait sur les mix énergétiques des différents pays européens. Par contre, là où c'est homogène, c'est sur les réglementations, notamment sur le marché de gros de l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie que vous utilisez chez vous, dans votre domicile, c'est de l'énergie réglementée qui provient de votre fournisseur d'accès, sur lequel il y a un bouclier tarifaire. Oui. Par contre, sur les marchés de gros, donc les gros consommateurs, et donc notamment en priorité, et aussi donc les maraîchers, donc on parlait tout à l'heure d'agriculture, eux vont beaucoup être sur le marché de gros. Et aujourd'hui, alors il y a la réglementation européenne, elle indique que le prix qui est fixé par le marché correspond au prix de la dernière centrale allumée. Donc en général, on va faire démarrer les énergies les moins chères et les plus disponibles. Donc ça va être le photovoltaïque, l'éolien, le nucléaire. Et dès lors que ces énergies-là sont insuffisantes, on va commencer à allumer les centrales au gaz. Donc centrales au gaz, c'est centrales thermiques. Avec le gaz, on produit donc de l'énergie électrique. Et là, pour le coup, avec l'impact justement, comme vous disiez, donc de la guerre en Ukraine, le prix du gaz s'est envolé. Oui. Donc le prix du kilowattheure issu d'une centrale thermique alimentée par du gaz s'est envolé aussi. Donc l'ensemble du prix du marché s'est envolé car il est impacté, il est calqué sur le prix du kilowattheure gaz. D'accord. Et aujourd'hui... Et on ne peut pas les décorréler. Oui. Justement, donc il y a des discussions qui sont en cours justement pour pouvoir décorréler le prix du gaz des autres énergies. Et là aujourd'hui, ça pose un réel problème de souveraineté, économique, énergétique, parce qu'aujourd'hui, là, on a la moitié du parc français nucléaire qui est à l'arrêt pour des raisons de maintenance. Mais quand bien même, toutes les centrales nucléaires pouvaient être en fonctionnement, donc on se serait retrouvé quand même malgré tout avec un prix du kilowattheure qui a atteint, il y a un peu plus d'un mois, 1 000 € le mégawattheure. C'est ça. Et pour vous donner un petit aperçu, donc, dans les crises, il y a des perdants, mais aussi des gagnants. C'est ceux qui achètent l'énergie par exemple, photovoltaïque ou l'énergie qui est en général à 40 € le mégawattheure. C'est des coûts de production fixes. Une centrale photovoltaïque, malgré la crise en Ukraine, elle n'est pas impactée par le gaz, donc elle produit l'énergie grâce au soleil, donc le prix de vente reste le même. C'est des contrats sur plusieurs années. Donc la personne qui va vendre ce prix du mégawattheure à 40 € par exemple, que ce soit sur de l'hydrolien, On a des noms de ces pays ou de ces personnes qui vendent? Ça va être des entreprises, des grandes entreprises, des gros énergéticiens qui font plusieurs milliards de dividendes par semestre. Et donc qui bénéficient pour le coup de cette crise, qui achètent de l'énergie peu chère et le revendent sur le prix du marché. Là aujourd'hui, on doit être à peu près à 400-500 € du mégawattheure. Donc, parce que voilà, tout le monde a rempli ses cuves de gaz, donc le prix a diminué. Mais il y a quelques semaines encore, le prix était au plus haut. Et on s'est retrouvé sur des problématiques comme le boulanger qui ne pouvait plus allumer ses fours. Un maraîcher qui a besoin de gaz pour chauffer ses serres. Et aussi pour irriguer, qui ne pouvait plus cultiver ou qui travaillait à perte. Donc on s'est retrouvé vraiment face à des problématiques assez conséquentes. Oui, je comprends bien pourquoi ça nous impacte. Mais moi, au début, quand j'ai vu cette crise, je me suis dit, quand même, on a signé la COP21 et la date butoir de la COP21, c'est 2024. Donc on nous dit de baisser le chauffage et tout. Est-ce que c'était pas plus pour la COP21, pour entrer dans les petits clous, qu'au final... cette guerre en Ukraine. Donc, quelle est la part entre la guerre en Ukraine et la COP21 ? Alors, donc, les accords de Paris qui ont été signés durant la COP21, donc il y a différents engagements qui
qui ont été pris par les différents pays sur du court terme et sur du long terme, notamment décarboner donc la production énergétique. Après, donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se fera en 5 ans, 10 ans, c'est sur du long terme. C'est 2024 quand même. Non, en fait, il y a certains engagements pour 2024, il y en a d'autres qui sont jusqu'à 2030, 2040, etc. Donc on est sur des questions vraiment sur du très très long terme. Après, il y a différents moyens justement pour pouvoir atteindre les accords de Paris. Donc là, il y a aussi bien donc, des objectifs qu'on a nous sur le territoire national. Après, il y a aussi des objectifs à l'échelle internationale. Donc par exemple, il y a différents dispositifs comme le décret tertiaire qui va être mis en place, qui oblige les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés à monitorer les consommations d'énergie et aussi à avoir des objectifs de réduction de consommation à 30, 40, 50% ces 10, 20, 30 prochaines années. Donc vous voyez, on est encore sur du long terme. Après, sur les accords de Paris, là, si on sort du cadre européen, sur le continent africain par exemple, il y a aujourd'hui entre 500 et 600 millions d'Africains subsahariens qui n'ont pas accès à l'énergie. Et parmi eux, donc il y a une partie qui a accès à l'énergie, c'est l'énergie qui n'est pas décarbonée, donc avec un mix énergétique qui est beaucoup en faveur du gasoil ou donc du fuel ou du charbon. Et donc là, il y a un réel enjeu, d'autant plus qu'il y a l'énergie qui est magistralement corrélée avec le développement. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas d'énergie est un frein au développement dans certains pays. Et donc il y a tout plein d'enjeux, que ce soit environnementaux, énergétiques, socio-économiques qui sont à prendre en compte et qui sont bien sûr... Et en plus la guerre. Voilà. Et puis là, notamment, on parlait tout à l'heure de l'impact qu'a eu la guerre sur l'Europe, mais à l'échelle du continent africain, par exemple, sur lequel on est aussi beaucoup présent, on a des programmes justement d'électrification sur le Togo en particulier. Donc il y a aussi ces pays-là qui ont, donc l'Ukraine et la Russie, qui vendent beaucoup d'engrais phosphatés notamment, et sur lesquels les pays africains ont eu du mal à s'approvisionner, pareil pour le blé, etc. Donc, c'est très intéressant, ce sera l'objet d'un autre magazine, je pense, en Afrique, parce que nous, on veut utiliser les voitures électriques, et le cobalt, ça vient d'Afrique. Donc, encore une fois, c'est un gros cercle. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, merci de nous avoir bien éclairés. Maintenant, je suis bien plus alerte sur le sujet. Et on va passer à toujours dans l'actualité du moment, mais par le prisme de la culture avec Hélène et Eva. Donc, on va commencer par Hélène, qui est comédienne et elle a adapté en pièce de théâtre le livre de Laetitia Colombani, La Tresse. On va voir un extrait actuellement, s'il vous plaît. C'est formidable. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Hélène Ardenne, vous venez de la comédie musicale à la base. Et aujourd'hui, vous avez décidé de revenir sur scène avec une pièce de théâtre. Pourquoi avoir choisi une pièce de théâtre ? En fait, au départ, c'est vrai que bonjour d'abord, oui. Je suis chanteuse, danseuse, j'avais beaucoup de cabarets, donc vraiment vécu la nuit. Et c'est la première fois que je fais un spectacle, effectivement, ni chanter, ni danser. Non, c'est la rencontre, c'est la magie d'avoir lu ce livre qu'on m'a offert à Noël. Moi, je lis pas du tout de best-seller, plus de romans, enfin. Et donc, vraiment, le hasard le plus total. Et qu'est-ce qui vous a marqué, du coup ? Mais j'ai tellement aimé, et c'est un tout petit livre, je l'ai terminé en me disant, mais je peux pas ranger ce livre, voilà, il se lit très vite. Je pouvais pas en rester là. Le ranger et puis dire, je vais le relire dans 6 mois. Non. Et c'était quand ça ?
Ça, on me l'a offert à Noël 2019, donc je l'ai lu le 3 janvier. C'est très précis parce que ça a changé ma vie. Oui. Je l'ai lu le 3 janvier et j'ai tout de suite fait l'adaptation. J'ai appelé mon mari, parce que j'ai tout de suite vu, ça me parlait trop, quoi. Il y a 3 femmes et... Voilà, ce que j'allais vous demander, Voilà, le lien. petit pitch de la pièce. Smita, une intouchable en Inde, qui ramasse la merde dans les familles, voilà, dans les maisons. Julia, qui est une jeune Sicilienne, qui travaille dans l'atelier de son père, fabrique de perruques. Et Sarah, qui est une avocate distinguée, qui a très bien réussi dans son métier et qui va avoir un cancer. Mais le combat de ces 3 femmes m'a tellement bouleversée que j'ai fait tout de suite l'adaptation, en fait. Et j'ai appelé mon mari en disant, je vais te lire un truc, dis-moi ce que tu en penses. Il m'a dit, oui, c'est bien. Voilà. Et là, j'ai appelé Grasset en disant, est-ce que je peux faire l'adaptation de la tresse? Et du coup, la tresse, ça parle aussi bien de chaque combat de femmes. Le fil rouge de la pièce, ça reste les cheveux. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les cheveux, actuellement, dans l'interprétation que vous avez fait? Parce qu'en changeant à chaque fois de personnage, vous jouez avec vos cheveux. J'ai remarqué... Ils font partie du décor, d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas du tout comme ça. Donc là, je les teins, je les huile, je les fais pousser. Ils font partie... je trouve que c'est intéressant parce que Smita, sans dévoiler, elle va faire une offrande. Voilà. Offrir ses cheveux, c'est un sacrifice. Les hindous, quand ils n'ont pas d'argent, au lieu d'offrir des fleurs ou de la nourriture, ils offrent leurs cheveux quand ils n'ont rien d'autre. Donc c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et puis on peut dire que Sarah, elle va les perdre. Et elle dit, une femme chauve, c'est une femme malade. Alors que Smita, qui se retrouve chauve puisqu'elle offre ses cheveux, au contraire, elle se sent bénie, protégée. Le fait d'avoir fait cette offrande à Vishnu, c'est une force pour elle. Et Sarah, donc la Canadienne, qui se retrouve avec une chimio, elle se retrouve complètement anéantie de ne plus avoir ses cheveux. C'est un drame. C'est vraiment un drame intime, profond. Donc voilà, le cheveu, c'est vrai, a vraiment plusieurs sens et plusieurs valeurs. Pour nous, les femmes, entre celles qui veulent les cacher, celles qui veulent... tout à fait, oui, bien sûr. Alors, c'est hallucinant parce que j'avais plein de questions et vous avez répondu au fur et à mesure à toutes mes questions. Donc, en fait, en gros, j'ai pas grand-chose à faire. Non, c'est que vous emmenez bien vous maîtrisez bien votre sujet, donc c'est excellent. Aujourd'hui, depuis septembre, on a le combat de ces femmes en Iran qui se coupent les cheveux suite à la mort aujourd'hui, de la jeune femme qui avait mal porté son foulard. Il y a un lien aussi aujourd'hui, je trouve, avec la tresse qui peut faire comme un manifeste à ces femmes courageuses. Je voulais savoir ce que vous en pensez, vous. Je trouve magnifique qu'elles enlèvent les voiles, qu'elles suppriment, si on pouvait supprimer cette soumission insupportable. Évidemment que c'est un grand pas vers la liberté. La liberté. Du coup, comme j'ai 10 minutes pour vous deux, mais c'est encore plus intéressant parce que ce que je voulais vous dire, je l'ai vu, le spectacle. Je trouve que c'est une prouesse technique, mais c'est hallucinant de dire ça. J'ai 2 comédiennes et elles ont toutes les deux fait une prouesse parce qu'elles sont toutes les deux seules sur scène et elles tiennent leur personnage de bout en bout. C'est hallucinant. Bravo à vous deux. Et ce qui est bien fait, je trouve, c'est la construction c'est comme si on était au cinéma. Donc mais ça, c'est le livre. Moi, j'ai respecté le livre. Le livre, il est construit comme ça. Rita, Julia, Sarah, c'est chaque chapitre. Donc avec le metteur en scène, on s'est dit, on va garder. Dans mon écriture, de toute façon, je restais le plus fidèle. C'est vrai que c'était important pour moi, de rester fidèle, très proche du livre. Et donc après, c'est vrai. c'est de la technique, c'est vrai. Comme vous dites, la technique, c'est de la gymnastique. Oui, très rythmé. Et mon metteur en scène m'a dit, il faut que ça soit comme un film. Je dis, je confirme. C'est la sensation qu'on a quand on regarde cette pièce. C'était plutôt pas mal. L'Iran, je vais faire le switch entre l'Iran et Vadarlan, puisque c'est un pays qui a fait partie de vos combats. Je le sais. La même question, qu'est-ce que pour vous aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que... Je pleure parce que je suis pas sûre que ça change quelque chose. Oui. C'est absolument atroce et abominable, mais malheureusement,
On a bien vu en Syrie comment ça s'est passé. Bachar el-Assad a préféré massacrer son peuple plutôt que de renoncer à quoi que ce soit. Alors Et du coup, moi, je crains- sais ce que vous avez fait pour l'Iran, mais est-ce que vous pouvez nous redire C'est-à-dire qu'au moment où le Shah avait instauré un régime de terreur chez lui, sous des couverts réels d'évolution occidentale et de libération effectivement des femmes, etc., et de soumission aux États-Unis, il terrorisait sa population et quand je suis allée en Iran, les gens chuchotaient pour se parler, les parents se méfiaient des enfants, etc. Enfin, je veux dire, c'était vraiment une dictature, hein, le Shah. Et il y avait la SAVAK, qui était une police qui était chargée de maintenir la pression sur la population et on disait que enfin, c'est pas qu'on disait, c'était la réalité. Ils toastaient les gens, ils les toastaient comme ça, voilà. C'était un régime de terreur. Donc, j'avais 20 ans et j'étais dans une atmosphère, j'étais entourée et je vivais avec un Iranien. Et par lui, j'ai rencontré l'entourage de Khomeini. Oui. Et les avocats français qui travaillaient pour Amnesty International et qui travaillaient avec eux. Donc, j'ai travaillé avec eux. Et on a travaillé ensemble pour que le Shah soit destitué, que la révolution ait lieu et mettre en place cet homme magnifique qui était Khomeini. Ouais. Avec, bien sûr, jamais je n'ai pu le rencontrer, mais j'étais avec tous ses lieutenants et ses bras droits, et c'était, voilà. Et sauf que personne ne savait qui était cet homme. Personne. Tous ces lieutenants ont été suicidés. Tous. J'étais très, très amie avec l'un d'eux qui était devenu immédiatement dès l'arrivée de Khomeini le ministre des Affaires étrangères et qui faisait des allers-retours à Paris, etc. Et qui a tout de suite vu que, oh là là, c'était pas du tout le mec qui était ici à Neauphle-le-Château, hein, et qui était protégé par toute l'intelligentsia française donc des artistes comme moi. Enfin, j'avais 20 ans, j'étais pas complètement... Vous n'avez pas encore la carrière que vous avez aujourd'hui. Non. Et quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont essayé bah ouais, ils ont fait un complot, ça c'est su, ils ont parlé, ils se sont fait arrêter, ils se sont fait tuer, voilà, c'est tout. Et puis après ça, donc je connais un peu l'Iran, j'ai travaillé avec eux, c'était des gens extraordinaires, exceptionnels. Oui. L'Iran est un peuple, les Iraniens, c'est un peuple d'une qualité, d'une culture, d'une poésie, d'une intelligence, d'une intellectuelle, et d'un passé incroyable. Histoire magnifique. Incroyable, c'est des gens merveilleux, magnifiques, sauf que comment voulez-vous qu'ils ont la force contre eux? Donc, je pense qu'ils vont préférer bousiller toute la population plutôt que de renoncer au pouvoir. Oui. Bon, c'est triste, c'est très très triste. Moi, Ils font mieux, malheureusement. Oui, je pleure quand je pense à l'Iran. Oui. Des gens magnifiques. Et la gastronomie. Oui, aussi. Oui, la gastronomie. On aime beaucoup. Un peu, mais bon. Non, on aime quand même. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de votre dernière pièce qui s'appelle Irrésistible, qui est également à la Comédie Bastille. Donc là aussi, c'est un... Alors, avant, on vous décrivait comme une féministe. Alors, j'aime pas ce mot féministe aujourd'hui. Vous avez tort, c'est beau. Oui, mais c'est pas ça. Je pense que d'un point de vue sémantique, on a évolué sur autre chose. Mais je crois pas. Mais dites-moi ce que vous pensez. Ah oui, d'accord. Mais là, par contre, quand on vous voit sur scène, c'est pas 100% féministe. Vous ouvrez aussi. Vous savez que les féministes vivent avec des hommes et ont des enfants. Hein. Oui, vous savez ça. Oui, mais les néo-féministes, elles disent... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai adoré votre pièce de théâtre. Mais les néo-féministes, aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Alors. Les néo-féministes, elles sont plutôt anti-hommes et oui, anti-patriarcat. Moi aussi, je suis anti-patriarcat, bien évidemment. Je suis anti... je ne vois pas pourquoi on n'est pas égal. Mais pas anti-homme. C'est ce qui est bien. Ça dépend de leur
de leur implication dans le patriarcat. Ouais, c'est ça. Ben oui, Et, ça dépend. et Mais il y a des c'est en ça compagnons, votre- des hommes merveilleux Voilà. qui font le chemin avec nous. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce qu'on entend peu aujourd'hui dans ce que j'appelle moi les néo-féministes et qui, enfin, qui, selon moi, elles détruisent un peu le combat que mènent plein de personnes comme vous. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que tout va dans la même direction. C'est dans la direction de il faut casser ça et il faut avancer ensemble et il faut casser le patriarcat. Et pour ça, ben tant pis. Voilà, il y a des comment on appelle ça quand on tire et qu'il y a des gens. Des dommages collatéraux. Il y a des Ouais, petits des dommages collatéraux à vous dire. Des dommages collatéraux. Ok, mais Je veux dire, Après- c'est vrai, Sandrine Rousseau, moi, je suis d'accord. Je veux dire, oui, c'est vrai, le j'avais pas patriarcat pensé à Sandrine mange Rousseau. la viande rouge. Oui, c'est vrai. Bon, et Mm. alors, on va pas faire un scandale pour ça, c'est vrai. Oui, alors ça, ce qui est vrai est vrai, mais Bon. après, Ce il qui y a est vrai, la c'est que forme de... toutes les sociétés féministes, toutes les sociétés de femmes, Oui, que ce soit matriarcales, matrilocales ou matrilinéaires, toutes les sociétés de femmes ont été écologistes. Toutes. Et Oui. sont actuellement elles le sont. écologistes. Oui. Le patriarcat a bousillé la planète quand même. Faut bien se rendre compte de ça. Il n'y a que des hommes aux manettes qui détruisent la Terre. Faut quand même réaliser ça. Bon, une fois qu'on réalise ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait des spectacles. Ça, c'est pas votre premier spectacle. On en est à la dernière avec Irrésistible. Donc C'est mon dernier spectacle féministe seul. Je Oui. veux plus jamais, parce que là, j'arrive, je touche l'os, là. Là, ça y est, là, je vais aux origines de l'humanité, savoir comment ça s'est construit, comment on en est arrivé là, qu'est-ce que nous avons gagné, parce que nous avons gagné énormément depuis ce connard de Napoléon. Nous Voilà. avons gagné J'allais en énormément. venir à lui, du coup. Oui. Allez-y, parce que du coup, Énormément. j'avais... Et il faut que ça nous donne de la force pour continuer ensemble, pour continuer à avancer et à récupérer une dignité que nous n'avons pas encore. Ce qui est drôle, c'est que il y a une partie du spectacle avec une information insolite sur Napoléon. J'ai été vérifiée. Elle est complètement vraie. Oui. Alors, je peux dévoiler ou pas? Bah, si vous- Oui. Alors, il semblerait que Napoléon, je ne sais pas si vous le saviez, était inhumé sans son sexe. Non, ce qui s'est passé, c'est... Oui. On revient à l'origine. Son médecin particulier, quand il est mort, sous le contrôle des Anglais, a fait son autopsie, parce qu'il est mort, il faut bien savoir de quoi. Petit empereur, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il a prélevé son cœur, il a prélevé ses poumons, il a prélevé son foie, et puis, les Anglais, ils ne regardent plus. Allez, pof, il a prélevé son pénis. Il l'a pris et il l'a remis en douce à l'abbé Vignali, qui était à côté de lui, qui était le confesseur de son impériosité. Et Vignali l'a ramené en Corse, où, dans l'indifférence générale de tout le monde, personne n'en avait rien à foutre du kiki de Napo. Et ils l'ont gardé quand même dans la famille, des petits-neveux, nièces, machin, etc. Et les arrière-petits-enfants se sont dit, ça doit valoir quelque chose, ce Non, truc. enterré dans le jardin. Il faisait 3,8 cm au repos. Oui, hein. ce qu'on dit. Il faisait 3,8 Oui. cm au repos. Un pénis au repos fait entre 7 et 10 cm. Vous vérifierez. Voilà. Et donc, ce petit 3,8 cm est arrivé en Corse. Et en 1907, les arrière-petits-enfants ont dit non, on va essayer de se faire du pognon quand même. Donc, ils l'ont vendu aux enchères. C'est un éditeur anglais qui l'a acheté, qui ne l'a pas gardé très longtemps, qui l'a refilé à d'autres. Et puis, à un moment, il s'est retrouvé, en traversant les océans et les continents, il s'est retrouvé exposé quand même au Oui. Museum of French Arts of New York. Ben Et- ouais, c'est pas tout le monde. Hein. Moi, Voilà. j'ai pas été, j'ai pas Effectivement. été Ah bah non. exposée, hein. Voilà, donc il faut bien se rendre compte que tout ça n'est pas grand-chose et que Napoléon est inhumé sans son kiki. Voilà. Il est où aujourd'hui Il est, oui, mais on sait où il est. Il Ah. est aux États-Unis, dans le New Jersey, chez le docteur Latimer, Ouais. qui a fait un scanner, qui est urologue, ça ne s'invente pas, et qui a fait son Intéressant. scanner et qui peut prouver, bien sûr, que c'est un pénis. Regarde. Depuis Voilà. tout ce temps, il s'est pas décomposé, il est en plomb ou quoi? Il est réduit, Il était embaumé. Oh. il est réduit à l'état d'un lacet
d'un Les ADN lacet permettent comme de ça, Déshydraté. qui a un aspect de peau de serpent et on dirait un doigt de C'est- nouveau-né, l'auriculaire d'un D'un nouveau-né. nouveau-né. Bon, ça fait pas rêver. C'est pour ça que voilà, est-ce que ça vaut le coup de détruire le monde alors que franchement, on peut se retrouver inhumé sans ce qui vous a mené toute votre vie, franchement. Voilà. Et ça, c'est l'ambiance du spectacle. Hein. Elle est aussi interactive, elle fait des petites anecdotes. C'était vraiment très intéressant comme spectacle parce qu'au Mais début. c'est rigolo, oui, c'est drôle. Oui, c'est vraiment interactif. Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, moi, j'ai cru que on n'allait pas parler de Napoléon. J'étais un petit peu quelqu'un qui est pas très grand non plus, un ancien président. Mais oui, je dis que Napoléon, en fait, il Ouais. était pas si petit que ça, puisqu'il Ouais. avait 2 cm de plus que Sarko. Ouais. Et que quand Et même, voilà, et 2 moi, je dis- cm à ce niveau-là, ça C'est, compte, quoi. Oui, ah oui. En tout cas, on passe un très bon moment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates du spectacle? Moi, je joue tous les mardis. Oui. Je vis à la campagne et je on vient- viens à Paris, faire la Oui. belle le mardi Le soir mardi. à 21h à la Comédie Bastille tous les mardis. Et ça me va, mais vous pouvez pas savoir. Il y a trop de bruit à Paris, il y a trop de gens. Bon, il faut qu'ils viennent au théâtre tous, donc ils sont obligés d'être plus nombreux que moi. Mais Excellent. voilà, mais Oui. voilà. Après, je retourne dans ma campagne comme aujourd'hui et je vais voilà. Vous mettre. Et je vais dire Est-ce quelque que- chose. oui. Je vais retrouver ma chienne, Oui. qui est tellement câline, Oh. tellement mignonne, que depuis cette semaine, ou la semaine dernière, depuis cette semaine, je l'emmène dans les EHPAD Ah, pour faire le des câlins, ou- pour faire des câlins aux pensionnaires. Ah, ça, c'est gentil, ça. Voilà, c'est extraordinaire. Ah oui. J'ai eu des réactions absolument incroyables. Oui. Des gens qui éclataient en sanglots en pensant que c'était leur chien, Oh. d'autres qui étaient fous d'enthousiasme, d'autres qui simplement caressaient par le toucher, les sensations, les caresses, redevenaient lumineux. Oh, Donc ça, voilà, j'appelle tout le monde à À prendre faire, leur ouais. chien gentil Oui. et aller faire des câlins dans les EHPAD. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Et j'y retourne toutes les semaines. Et une prochaine, vous avez l'intention d'écrire encore une autre Mais je peux pas pièce faire ou- autrement. J'en ai 3 qui sont déjà écrites D'accord. et que je cherche un producteur. D'accord. Voilà, qui sont déjà répétées, Oui. qui ont été filmées en lecture. Voilà. Une sur l'héritage, l'autre sur l'adaptation de mon roman Les bruits du cœur, sur la descente aux enfers d'une femme qui remonte. Grâce à un homme, vous allez être contente. Et qui s'épanouit. Voilà, non, je peux pas faire autrement. Je joue, j'écris. Voilà, le restant, je sais pas faire ça, je sais pas. D'accord. Ça, l'énergie, le machin, Le- la biomasse et tout ça, Oui. j'adore. Oh, je comprends tout. Tout, Puis ça oui. ressort par là tout de suite après. Merci Eva. Merci C'était beaucoup. très bien pour l'entretien. Là, on fait un grand écart. On va parler d'actualité, mais sous le regard digital des réseaux sociaux, avec le loup de la street. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour le loup. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, on va mettre un petit extrait de ton interview avec Rob Transformer, un influenceur qui t'a interviewé il n'y a pas si longtemps que ça. On regarde un petit extrait et on revient. Si vous avez les moyens d'éteindre ces gens-là parce qu'ils font vraiment du mal, encore une fois, moi je suis pas à faire le justicier ou le Robin des Bois ou de me mêler ce qui me regarde pas. Là, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. C'est quelque chose qui concerne l'éducation de nos enfants. Et c'est des gens qui font que de la merde sur les réseaux sociaux depuis 5 ans, qui te vendent des produits de merde, qui ont une mauvaise influence sur les enfants. Quand je vois par exemple Maëva Guénam qui a même pas 25 ans et qui fait une publicité pour un chirurgien qui te dit avec ce docteur-là, vous avez une foufoune d'une enfant de 12 ans, mais Voilà, donc au moins, on comprend On avait le dit changement combat. radical. C'est sur les oui. influenceurs. Oui. Mais c'est bien. Oh, bravo, merci. Ça Merci. soulage. Hein. Merci madame. Oh, Vous avez dit, vous, comme les hommes ont détruit la planète, faites des spectacles, bah, comme moi les influenceurs détruisent la jeunesse, je fais des vous snaps. avez raison. Vous avez Et- raison. Et depuis combien de temps tu es sur Snap? Depuis presque 2 ans. 2 ans. Et en Presque 2 ans, deux. tu as plus de... Moi, ça fait au moins 5 ans que j'y suis, mais tu as plus d'abonnés que moi. Comment tu as fait cette progression
Ben en fait, je me suis attaqué à ce qui est pour moi le cancer de la génération à venir. J'ai regardé à peu près sur les réseaux sociaux ce qui passait. Et quand je dis j'en ai pas trouvé un pour rattraper l'autre, c'est vraiment pas un pour rattraper l'autre. Ce n'était que des placements de produits frauduleux, des mères de famille, tout le monde est escroqué. On leur dit qu'on leur vend des vrais maillots de foot, c'est défaut. Quand ils les reçoivent, parce que dans 40% des cas, ils les reçoivent pas. On dit à la jeunesse que c'est pas la peine d'aller à l'école, que juste en leur donnant 500 € et de rester avec leur smartphone à la maison, ils vont devenir millionnaires. C'est vraiment c'est un génocide de la jeunesse. C'est abusé ce qu'ils ont fait. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas réagir tout simplement, mettre un coup de pied dans la fourmilière, dénoncer ces gens-là en montrant par A plus B que ce sont des cybercriminels notoires et donner des bons conseils à la jeunesse tout en les faisant rigoler, toujours une petite pointe d'humour, ça passe toujours mieux. Et du coup, tu as vraiment... personnellement, je t'ai connu parce qu'il y a eu un gros clash entre un influx voleur. Vous avez déterminé d'un nouveau mot qui s'appelle influx voleur pour influenceur et voleur, qui s'appelle Marc Blatta. Et je peux le dire, voilà. Et du coup, comment s'est arrivé ce clash entre vous deux ? En fait, moi, au début, j'étais sur les réseaux sociaux, je venais de commencer et j'ai énormément de gens qui m'ont dit voilà, on te suit, on t'apprécie parce que tu dénonces plein de choses. Et il y a des gens qui sont à Dubaï qui utilisent la religion musulmane pour voler les gens. Alors moi, j'ai fait un snap avec ma petite communauté et je les ai mis en garde sans dire de nom. Et après, ce monsieur-là, Marc Blatta, pour le désigner, a fait un snap et a dit oui, le loot de la street a voulu partager... a proposé 2000 € à un de mes abonnés pour dire que j'étais un escroc. Alors moi j'ai répondu, j'ai dit que c'était totalement faux, etc. Il m'a dit mot pour mot, moi je suis la Champions League, je suis loin, je suis millionnaire, je suis à Dubaï et je sais même pas qui t'es. Je lui ai dit écoute ce que je vais te dire, tu vas avoir affaire à un banlieusard qui a arrêté l'école en 3e, qui a même pas le brevet des collèges, qui va démarrer sa C3 tous les matins avec 20 € de gasoil, mais je te promets que je vais être un cauchemar pour toi. Il m'a dit ok, on verra. Et après c'est chose faite puisque c'est chose faite. Il est plus sur Snapchat, lui et sa femme. Wow. Voilà. Oui, parce qu'en fait, les deux proposaient je vous explique un peu, ils proposaient des formations via les comptes CPF. Les comptes CPF, quand tu es salarié, tu cotises et avec ce compte CPF, après, eux, excuse-moi de couper, c'est surtout le trading. Hein, c'est surtout le trading. Ils proposaient 500 € à des mères de famille. J'ai le témoignage d'une dame que j'avais mis sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis musulman comme elle, j'aurais fait confiance. Ils ont mis des nanas avec des faux voiles. Voilà, je suis musulmane. Grâce à Marc et Nadé, j'arrondis mes fins de mois. Une mère de famille, elle me dit moi, je travaille, je balaye le métro. J'ai mis 2 ans à mettre 5000 € de côté. Je lui ai fait confiance par rapport à la religion. Je dis cette personne-là peut pas me voler. Et toute la journée, grâce à Allah, on va arrondir vos fins de mois. On va faire des prières pour que le trader ait des bons signaux. C'était vraiment... c'est du foutage de gueule à l'état pur. Et comme disait Arob dans l'interview, moi, mon père, il m'a toujours dit, quand t'es professionnel, que tu fasses des spectacles, que tu sois dans l'énergie renouvelable, que tu sois présentateur radio, que tu sois plombier, à partir du moment où t'es bon dans ton boulot, t'as pas besoin de parler de religion pour vendre. Oui, bien sûr. Quand quelqu'un parle de religion dans son boulot, c'est que c'est un escroc. Voilà, c'est qu'il va vous atteindre par la foi, par quelque chose. Et donc du coup, ce message a été repris par plusieurs et vous avez monté un petit clan pour les dénoncer. Donc là, on a donc ça part de cet influenceur, mais ça va jusqu'à la tête de la chaîne qui est Magali Berda, entre autres, parce qu'il y en a d'autres. Et du coup, toutes ces personnes ont on va dire, sorti les griffes, étaient pas contents, vous ont fait passer pour les méchants au final. Et quand on passe pour le méchant, qu'est-ce que ça fait et comment c'est les lanceurs d'alerte. Hein. Oui, c'est exactement ça. Mais après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand vous êtes droit dans vos pompes et vous savez que ce que vous faites, c'est noble et que vous défendez vraiment des gens qui se font massacrer, escroquer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils peuvent me faire passer pour ce qu'ils veulent. Moi, je connais la réalité et le peuple connaît la réalité. Je montre du lundi au dimanche sur mon Snapchat par A plus B et je prends pas des dossiers qu'on m'envoie. Je prends uniquement leur story, comment ils parlent et je démontre aux gens que c'est pas possible en fait, on peut pas continuer comme ça. Si les gens sont assez cons, pour aller là-dedans, c'est un peu comme le téléshopping. Il y a des gens qui se sont fait avoir et d'autres. Ouais, mais c'est pas de la connerie. Oui, mais c'est honteux. Après, Parce qu'au bout d'un moment, on le dit une fois.
Oui, mais ils sont pas sensibles au message aussi, ils n'entendent pas le message. C'est pareil dans le téléshopping. Enfin, pour moi, c'est l'espèce d'équivalent du téléshopping un peu plus vicieux. C'est plus pervers. Oui, c'est un peu c'est beaucoup plus pervers parce qu'on montre des liasses d'argent, on montre des Lamborghini, on montre plein de choses. On dit, voilà, si vous voulez devenir comme nous, ils vendent du rêve. Si vous voulez devenir comme nous, envoyez-nous juste 500 € dans le groupe Telegram et vous suivez notre trader. Déjà, je pars du principe où si on est millionnaire, on n'a pas besoin de l'argent des gens pour réussir en fait. Ouais, non. Et pour moi, quelqu'un qui devient millionnaire en si peu de temps, il dira jamais le secret. Non. C'est pas du tout son but. Lui. Les vrais riches veulent que personne sache qu'ils sont riches. Hein. Oui. Et il y a aussi une chose, c'est que les algorithmes vous enferment dans une boucle qui vous ressasse à longueur de journée ce genre de témoignages où on peut gagner de l'argent facilement, etc. Du coup, des fois, des témoignages comme celui du loup de la street, ils n'y ont pas accès. Ils n'ont pas accès parce que justement l'algorithme va écarter ce genre de choses pour justement maximiser du rêve, quoi, du rêve. C'est vrai et donc il y a ça à prendre en compte aussi. Oui. C'est vrai qu'on n'y pense pas aux algorithmes, j'avoue. Pas parce qu'on va suivre un influenceur connu, télé-réalité, que on n'a pas accès aux informations frauduleuses, c'est vrai. Et du coup, tes prochaines vidéos, je sais que tu continues. Mais déjà là, ça va beaucoup mieux parce que il y a 60% des influenceurs qui ont arrêté les placements de produits. Ouais, ou même ceux qui ont dit oui, si c'était moi, je m'excuse. Il y a par exemple Mila Jasmine qui a dit qu'elle a arrêté totalement sa carrière. Et maintenant, leur discours, c'est toujours salut mes petits loulous, salut mes petits bébés. Mais au lieu de nous proposer une bouilloire ou une brosse à dents qu'on n'aura pas besoin, qu'ils nous la vendent 79,90 € parce qu'elle est rotative sur le palais et qu'elle nous caresse un peu l'oreille, et ils vont nous dire que je vais d'abord tester les produits pour vous, vous êtes une belle communauté, ils respectent leur communauté. Mais ça, fallait le faire dès le départ. Oui. C'est pas... Voilà, c'est leur donner une deuxième chance, c'est comme donner une deuxième chance à quelqu'un qui vous a raté avec un flingue, c'est pareil. Mais bon, ça après, ça sera encore plus compliqué. Au moins, tu as fait ton boulot, moi, j'ai fait mon boulot, ça a porté ses fruits, j'en suis content. Et voilà, mais après, beaucoup de ces influenceurs sont à Dubaï. Et moi, il y a quelque chose qui m'a touché, parce que je suis d'origine algérienne, mais je suis né en France, j'ai mes papiers français. C'est toujours dénigrer la France. Oui, on est parti de la France parce que c'est un pays de merde, parce qu'on n'est pas en sécurité, parce qu'on paye trop d'impôts. On est bien à Dubaï. Escroquer la population de Dubaï. Pourquoi vous adressez aux Français alors dans ce cas-là? Si on est un pays de merde, si on paye trop d'impôts, vous n'êtes pas en sécurité. Vous nous détestez. Mais allez arnaquer. Ah non, là-bas c'est un peu plus difficile. Les lois sont dures, vous pouvez finir en prison tout de suite. Ok. Donc on se réfugie à Dubaï, personne ne peut nous atteindre, et puis on s'attaque aux smicards, aux musulmans de France, à tous ceux qui peuvent tomber dans le panneau. Et c'est sympa, personne ne peut rien nous faire. On est à Dubaï. À un moment donné, c'était trop. Fallait vraiment que les gens se réveillent. Oui, mais en tout cas, ça s'est fait. Et puis, je tenais à dire aussi que tu fais pas que ça comme combat. Je sais que tu suis un petit... Walid. Oui. Comment il va? Est-ce que... Ouais, il va super bien. Là, le camion est commandé. D'accord. Et, le camion de quoi? Ah oui, pardon. En fait, il y a la maman de Walid. Walid est atteint d'une infirmité motrice. Et du coup, il prend de l'âge, il prend du poids. Et sa maman avait besoin elle a 4 enfants. Elle le portait. En fait, elle habite au premier étage, premier étage sans ascenseur. Du coup, elle le portait, elle le ramenait au kiné tous les jours. Et du coup, puis il prenait du poids, ils avaient besoin d'un véhicule adapté. Et ce véhicule adapté coûte super cher, mais vraiment cher, ça vaut 55 000 €. Et cette maman a fait une cagnotte. Donc moi, je l'ai partagé. Ça faisait 6 mois qu'elle avait mis en ligne, elle était à 2900 et quelques euros. Et moi je l'ai mis en ligne, et quand je l'ai mis en ligne, il y a des agences d'influenceurs qui sont venus me voir, ils m'ont dit oui le loup, on suit ton combat et tout, c'est bien ce que tu fais, l'idéal ce serait que tu nous présentes nos influenceurs, tu les partages, que nous on te partage, et que je pense que on dit pas que tu peux pas les réunir, mais 55 000 € c'est quand même une somme qui est assez conséquente, et en 3 semaines je pense qu'on pourrait réunir la somme. Je leur ai dit je préfère aller faire ce que vous voulez que de bosser avec vous. Ils m'ont dit ok, bon courage à toi, et j'ai rempli les 55 000 € grâce à ma communauté Snapchat en moins de 48 heures. Waouh. Ouais, c'était un très beau combat, vraiment. Il a quel bravo. âge, ce garçon? Il a Walid, je crois, il a 9 ans là. Ouais. En tout cas, quand tu les verras, un grand je ferai un bisou à Walid, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça, à montrer qu'il n'y a pas que
comme sur la planète, comme en Iran, comme en Afghanistan, comme aux États-Unis. Il n'y a pas que des gens mauvais sur la planète. Oui. Et on peut utiliser aussi sa notoriété pour faire des choses bien. Voilà. En tout cas, merci pour ce message positif. Et on va terminer encore sur un bon message positif avec Hélène. Oui. D'amour. Et là, on a 10 minutes. Oui. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé de différents combats, des causes, des bonnes causes. On a parlé d'écologie aussi. Alors moi, des fois, je dis que j'œuvre pour l'écologie amoureuse, à mon petit niveau, évidemment. Et notamment, une des choses mais j'aime bien le faire d'une manière plutôt légère, parce que l'amour, c'est quand même d'abord de la joie. Et ça, on l'oublie souvent, parce qu'on nous vend plutôt quelquefois le fait que ça doit être difficile, qu'il faut souffrir pour vraiment aimer, l'intensité, etc. Et mon combat à moi, c'est les idées reçues, les croyances et toute l'imagerie de l'amour qui nous aide pas dans notre vie notre vie quotidienne et nos histoires d'amour au quotidien. Et aujourd'hui, il y a moi ce que j'appelle le mythe de la rareté. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être le mythe de la rareté ? Non. Alors, on nous vend que il faut trouver. Ça fait longtemps et alors on peut chercher tout plein d'explications. Je suis sûre, là je viens de terminer l'essai de Mona Chollet sur réinventer l'amour. J'en ai trouvé encore une autre. Pour des raisons diverses et variées. Ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il faut trouver, qu'on doit trouver notre moitié, qu'on doit trouver le prince charmant, la princesse charmante, l'homme ou la femme de sa vie, l'âme sœur, ou the one. Bon, the one en anglais, c'est ça, c'est la personne, la seule qui peut nous convenir dans le monde entier parmi les 8 milliards de personnes qu'il y a dans le monde. Alors, moi, je m'amuse souvent avec ça, mais au fond, quand même, ça m'agace beaucoup d'entendre ça, parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je vous donne 2 exemples concrets dans la vraie vie. Comment ça se traduit pour moi, j'ai à faire des cas particuliers. Donc, du point de vue négatif, qu'est-ce que ça veut dire quand on pense que l'amour est rare, enfin, surtout pour soi, et qu'on pense que c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui on peut s'entendre, avec qui on peut être heureux, eh bien, on va se bloquer sur des choses comme, voilà, j'ai une personne qui me dit, voilà, je suis allée voir mon astrologue, et elle m'a dit que, voilà, j'ai perdu l'homme de ma vie. Bon, le dit homme de sa vie, il est marié depuis 2 ans avec une autre personne. Donc, elle est cuite, c'est terminé, elle a plus qu'à faire une croix, je sais pas, prendre le voile, aller dans un couvent. Donc, moi, je peux pas entendre ça. Donc, pourquoi elle rattache, voilà, donc je suis obligée, moi, d'aller chercher cette croyance, de lui dire, bon, je suis obligée d'en tenir compte, l'astrologue, c'est très important pour elle, je ne peux pas dire c'est n'importe quoi, donc je vais lui dire, est-ce que tu es sûr que ce que l'astrologue te dit, ça correspond pas avec quoi tu es venu, c'est-à-dire ce que tu as dans ta tête. Et là, ah oui, là, ça lui a posé un doute, elle a dit, ah oui, c'est peut-être pas la vérité, c'est peut-être ce que je pense. Et ça, là, on peut faire quelque chose, parce qu'en fait, en réalité, c'est faux. Jamais personne dans votre vie ne sera votre seule chance de trouver l'amour. Donc, c'est pas ça, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, the one. En réalité, il y a toujours une poignée de personnes. Et heureusement, vous êtes suffisamment, on est tous uniques, hein, mais on est suffisamment complexes pour pouvoir se trouver des affinités avec au moins une poignée de personnes. Et en général, on n'a pas besoin d'aller chercher dans le monde entier. C'est simplement que des fois, notre cercle de vision est un tout petit peu trop étroit. Et si on va chercher un petit peu plus loin, on va trouver des gens qui ont le potentiel de nous plaire et avec qui on pourrait construire quelque chose. Donc pour moi, The One, c'est pas quelqu'un qui dit « Ah, ça y est, je l'ai trouvé, c'est bon, c'est celui-là, je ne le lâche plus », parce que là, on est sûr d'aller à la catastrophe, parce qu'en fait, vous validez quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous avez toujours assez de personnes qui peuvent vous plaire. The One, pour moi, la personne, d'abord, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une seule personne dans sa vie ? C'est pas sûr. On a peut-être la personne de certaines pages de notre vie. D'abord parce que la vie est longue. En même temps. Voilà. Oui. Alors, en général, les gens qui viennent me voir sont quand même plutôt dans l'idée de construire quelque chose de durable avec une seule personne. Mais on a différentes phases dans la vie. Maintenant, la vie est longue. Et puis, peut-être que ça correspond pas à tout le monde, ce principe-là. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui restent ensemble toute la vie. Mais surtout, comme je disais tout à l'heure, ce mythe qu'on nous revend, qu'on nous replace dans les comédies romantiques, dans les livres, et de préférence dans des histoires d'amour qui finissent mal, ça ne nous sert pas.
Ça nous sert pas dans la vie quotidienne. Alors, c'est très beau, ça nous fait pleurer au cinéma, etc. Mais dans la vraie vie, est-ce que vous voulez vraiment vivre ça? Est-ce que vous voulez vraiment être Juliette avec Roméo et terminer de cette façon? Non. L'idéal, c'est quand même d'être heureux. C'est le but quand même de l'amour. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a le mythe et il y a la réalité. Donc, voilà. La réalité, c'est quoi? Si vous êtes célibataire, sachez que 2/3 des personnes de plus de 15 ans sont en couple en France. Donc, ça fait déjà 1/3 de célibataires en France, tous âges confondus. Et sachant qu'à Paris, c'est plutôt la moitié qui sont célibataires, aussi tous âges confondus. Alors, bien sûr, suivant les âges, vous allez avoir plus ou moins de personnes. Et sachant qu'un mariage sur 3 se termine par un divorce, à Paris, c'est 1 sur 2. Et c'est toujours pas... je veux dire, ça fait partie de la vie aussi. À un moment donné, il va falloir aussi arrêter de montrer ça comme une honte, de rater sa vie, une relation ou qu'elle se termine, simplement. Des fois, les histoires ont un début, un milieu et une fin. Et c'est pas toujours comme on le décide. Donc, la réalité, c'est que des personnes disponibles à qui vous pourriez construire quelque chose, il y en a toujours en abondance. S'il y a une chose où on n'a pas de pénurie, pas besoin de faire de la sobriété, c'est bien les personnes disponibles. L'amour, il y en a toujours assez pour tout le monde, en fait. Simplement, des fois, on ne va pas le chercher au bon endroit. Donc, je vous donnais l'exemple de qu'est-ce que ça peut donner en négatif. En positif, à partir du moment où vous lâchez cette histoire de rareté et que vous vous rappelez qu'il y a toujours des personnes disponibles, ça vous permet de vous dire, OK, donc dans ma vie amoureuse, j'ai quand même le choix. J'ai au moins le choix de qui je laisse rentrer. Donc, souvent, on fait des choix par défaut en se disant, oui, mais là, cette personne me plaît, oui, il se passe un truc, j'ai des sentiments intenses ou une étincelle, et donc je n'ai pas le choix, il faut que je suive, parce que sinon, je ne vais pas trouver l'amour. Il faut que je suive ça, même si des fois, vous avez aussi d'autres indices un petit peu plus rationnels qui vous disent c'est pas une bonne idée. Donc on n'est pas obligé de suivre son sentiment même s'il est fort. Donc si vous vous rappelez que vous avez toujours abondance de choix, ça vous permet de faire des meilleurs choix. Et donc d'avoir une meilleure chance de trouver une personne qui vous correspond vraiment. Parce que The One, c'est ça. C'est une personne qui va rester suffisamment longtemps pour vous connaître, pour construire, et qui va à ce moment-là devenir unique à vos yeux. Elle n'est pas unique juste parce qu'elle est là. Elle est unique parce qu'elle a construit avec vous. Ça prend du temps. Donc je dis toujours, le désir, ça peut venir vite. Mais l'amour, ça prend du temps. Oui. Donc donnez-vous ce temps. Oui. Et donc, si je vous donne un exemple concret, donc j'ai une autre coachée qui me dit, elle avait commencé, elle n'avait pas, on va dire, maman solo, elle pensait qu'elle n'avait pas de place, très peu de vie amoureuse depuis 2-3 ans, et surtout un homme marié qui traînait autour, qui n'apportait pas grand-chose. À partir du moment où elle a commencé à comprendre ça, que c'était pas rare, qu'elle n'était pas obligée de garder cet homme marié s'il peut pas lui apporter autre chose, elle a commencé à s'ouvrir à d'autres personnes. Elle va dans une soirée, elle rencontre l'ami d'une amie, et elle se dit, oui, il me plaît, etc. Ils commencent à discuter ensemble, et elle me dit, mais je sais pas, il parle, on s'envoie beaucoup de SMS, mais il n'a pas l'air d'aller plus loin. Ouais. Donc là, moi j'ai des petites techniques très concrètes pour aller ouvrir des vraies conversations, même par SMS. Donc je dis, envoie-lui ça. Puis alors, évidemment, c'était quand même c'est pas un mauvais homme en soi. C'est juste que il avait sans doute une raison pour ne pas être plus avenant que ça. Et donc, comme c'est pas une mauvaise personne, au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'elle lui a montré un vrai intérêt, donc il s'est senti quand même obligé de dire la vérité. Donc c'était ça le but des messages, c'était d'avoir une vraie conversation. Et là, il dit, oui, je te trouve charmante, mais en fait, là, j'ai quelqu'un encore dans ma tête, etc. Ça, dans la donc, tête. Voilà, il était... voilà. Je dis, au moins, on est fixé. Tu vas gagner du temps. À partir de là, sachant que... Et là, elle me dit, oui, je sais, donc, il me plaît, mais il n'est pas rare. Et donc, je peux le laisser partir. C'est ce qu'elle a fait, et donc, ça lui a permis de rencontrer quelqu'un d'autre qui était vraiment disponible, juste après. Mais peut-être que si avant ça, elle n'aurait pas pris cette décision-là, elle se serait dit, oui, il est disponible, mais pas complètement, et elle aurait perdu son temps, ou elle se serait épuisée à essayer de construire une relation toute seule. Donc, ça ne peut pas marcher. Il faut être deux pour construire une belle relation. Et donc, je rigole un peu avec ça, parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est de la joie, mais l'homme ou la femme de votre vie ne peut pas être quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans votre vie. Voilà, c'est forcément parmi les gens qui ont envie de rentrer dans votre vie. J'avoue, ça paraît simple, mais... Oui. Ça paraît simple, ça paraît évident quand on le dit comme ça.
Mais vous voyez, quand on se retrouve dans le cas concret, on se dit qu'est-ce que je fais? Eh ben c'est dur parce qu'il va falloir aller contre vos émotions et vos sentiments naissants quand même. Donc il y a encore des choses à faire. C'est plus facile de prendre la décision au début qu'un peu plus tard quand vous aurez déjà en plus investi dans un début de relation. Exactement. En tout cas, merci Hélène, c'était très intéressant cette notion de rareté. Voilà, et là vous aviez, j'ai oublié de vous le dire, mais vous aviez un petit outil, un mantra, vous mettez un petit post-it sur votre miroir et vous vous dites « J'ai toujours abondance de choix ». Ça peut servir quand on est en recherche pour se rappeler que la rareté, c'est un mythe. Merci, donc, voilà. Merci. Et moi, j'ai un mantra, j'ai toujours CCF, le MAG en tête. Et on revient le mois prochain avec mes deux chroniqueuses, Karine et Hélène. Et en tout cas, merci beaucoup les invités. Je suis ravie d'avoir discuté avec vous. Et à très bientôt. Merci.